Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois de janvier. Ce premier numéro de 2016 est l'occasion pour toute la rédaction et moi-même de vous souhaiter une excellente année. 3 experts du groupe Revue Fiduciaire vont se succéder à mes côtés pour aborder tour à tour la réforme du Code du travail, les délais de paiement et enfin la jurisprudence récente en droit des sociétés. Il est temps à présent d'ouvrir cette édition. Nous allons donc commencer par aborder le volet social de ce magazine consacré à un projet social ambitieux, la réécriture du Code du travail. Et j'accueille pour évoquer cette réforme Frédérique Roseau, rédactrice en chef adjointe de la revue RF Social. Bonjour Frédérique. Bonjour Marianne. Le Premier ministre et la ministre du Travail ont présenté à la presse le 4 novembre dernier les orientations retenues pour la réforme du Code du travail. Et le 24 novembre, la ministre du Travail a installé la mission chargée d'établir les grands principes de l'ordre public en droit du travail, présidée par M. Robert Badinter. À quoi les entreprises doivent-elles s'attendre, Frédérique? Alors, dans les faits, cette réforme du Code du travail va consister en une réécriture du Code en plusieurs étapes. Suite au rapport Combrexel qui avait été remis au Premier ministre le 9 septembre 2015, le gouvernement veut procéder à une réécriture dont le but annoncé est de permettre de traiter les sujets au niveau le plus proche de la réalité des entreprises et de rendre le Code plus lisible. À l'inverse de la recodification de 2008, en revanche, cette réécriture ne sera pas uniquement à droit constant. Cela étant, si la hiérarchie des normes ne va pas être inversée, l'objectif est néanmoins de donner plus de place aux partenaires sociaux et une plus grande marge de manœuvre aux accords collectifs. Il y aura aussi des mesures qui vont viser particulièrement à permettre aux TPE et aux PME de profiter de ces nouvelles opportunités. Et alors, quel va être le rôle de la mission Badinter dans cette réforme ? Le travail de la mission présidée par M. Badinter consistera à identifier dans le corpus existant les principes les plus importants qui constituent le fondement de l'ordre public en matière sociale. Ces principes ne comprendront pas tout ce qui concerne l'ordre public, ils devront être complétés par des dispositions législatives qui les déclineront et auxquelles il ne sera pas non plus possible de déroger. En somme, ils vont former ce qu'on va appeler le soubassement sur lequel l'ensemble de l'ordre public en matière sociale sera édifié. Dans l'échéancier annoncé, la mission doit remettre ses propositions au gouvernement d'ici le 15 janvier 2016. Alors avant d'aborder le fond de cette réforme, que peut-on dire des étapes envisagées? Car tout ne va pas se régler en 2016. Loin de là, pas tout en 2016. Une fois les propositions de la mission Badinter remises, un projet de loi devrait être présenté en Conseil des ministres début mars. Cette loi, donc ce projet de loi va être voté courant 2016 et il va être consacré à la partie du Code qui est consacrée à la durée du travail, au repos et au congé. Alors, ce qui en pratique concerne un peu plus de 150 pages annotations comprises si on se base sur le Code du travail annoté du groupe Revue Fiduciaire. Ces parties donc, qui vont être touchées en premier ont pour caractéristique de porter sur des questions qui touchent au quotidien des entreprises, des employeurs, des salariés, puisqu'on va toucher éventuellement la durée hebdomadaire, la durée quotidienne du travail, les astreintes, l'aménagement du temps de travail, le congé, etc. En outre, ce sont aussi des parties qui sont touchées par les transformations récentes d'organisation, de travail, de mode de travail, notamment celles qui sont liées au numérique, comme l'avait souligné le rapport de Bruno Mettling, remis le 15 septembre 2015, qui évoquait notamment la déconnexion, le télétravail et l'utilisation et la sécurisation du forfait annuel en jours. Au final, il est prévu que l'ensemble des travaux de réécriture du Code s'étalent sur 2 ans, ce qui nous amène donc à un horizon 2018. Concrètement, cette réécriture va se faire pour chaque chapitre du Code sur la base d'une architecture nouvelle qui reposera sur 3 niveaux distincts. Oui, 3 niveaux. Donc, le premier niveau sera celui de l'ordre public auquel aucun accord ne pourra déroger. Par exemple, on ne va pas pouvoir déroger au SMIC ou à la durée légale du travail. Deuxième niveau, lui, ce sera le domaine ouvert à la négociation collective et qui va donc définir l'articulation la plus pertinente entre la branche et l'entreprise. C'est pourquoi la loi va déterminer le champ de l'ordre public conventionnel de branche. Et puis enfin, au 3e niveau, on va retrouver des dispositions qui vont être applicables en l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord de branche. On a évoqué tout à l'heure une nouvelle marge de manœuvre laissée à la négociation collective. Concrètement, quelles nouvelles règles pourraient voir le jour ? Alors, le Premier ministre n'est pas véritablement entré dans le détail de ces marges de manœuvre qui vont être ouvertes aux acteurs du monde du travail, que ce soit les employeurs, les syndicats, etc. Ces questions vont sans doute être abordées par les partenaires sociaux lors de la phase de consultation préalable au projet de loi. Mais le dossier de presse contient des exemples qui sont un petit peu simplifiés, mais qui peuvent donner l'esprit de cette réforme. Alors, si je prends un premier exemple, on va se situer dans le cadre d'une entreprise, d'un employeur qui a son effectif
pas mal de salariés à temps partiel. Et puis, il a besoin d'augmenter temporairement la durée de travail de ces salariés à temps partiel pour faire face à un pic d'activité. Dans l'esprit de la réforme, on pourrait dans ce cas-là imaginer de conclure un accord avec les syndicats au niveau de l'entreprise pour permettre d'augmenter donc ponctuellement cette durée du travail des salariés à temps partiel sur la base du volontariat et bien sûr avec des compensations en matière de rémunération ou autres contreparties. Actuellement, donc avant cette réforme, la possibilité de recourir à de telles augmentations suppose de signer des compléments d'heures, des avenants de compléments d'heures. Or, cela n'est possible que s'il y a un accord de branche étendu qui le prévoit. Ça, c'était pour un premier exemple. Si j'en donne un second, on est là face à un employeur qui a besoin d'augmenter ponctuellement la durée du travail pour un projet ponctuel, par exemple développer un nouveau produit ou augmenter la production ponctuellement pour un nouveau produit. Il serait possible à cet employeur d'envisager de dépasser la durée maximale de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, ou alors d'aller même jusqu'à 46 heures hebdomadaires, en négociant un accord d'entreprise majoritaire. Alors qu'actuellement, pour arriver à de tels seuils, cela suppose d'avoir une autorisation exceptionnelle de l'administration, ou alors d'appartenir à un secteur d'activité où ces dépassements de seuil sont permis par décret. Très bien, merci Frédéric, c'est très clair. Un certain nombre d'annonces concernant cette réécriture du Code du travail touchent à la négociation collective, mais ouvrir de nouveaux espaces de négociation suppose de favoriser le développement de la culture de la négociation collective. Et au-delà de la question des hommes et de leur formation, pour le Premier ministre, cela suppose d'adapter le cadre juridique des accords collectifs. Oui, alors effectivement, si on s'en tient au dossier de presse, les concertations qui ont déjà été menées auraient mis en lumière les inconvénients à prévoir dans tous les accords collectifs une durée déterminée de 4 ans, ce qui était proposé notamment par le rapport Combrexel. Mais alors, à l'opposé, on veut éviter de se retrouver avec ce qu'on appelle des accords dormants qui ne sont jamais renégociés, ou alors de se retrouver avec des accords qu'on ne peut ni dénoncer ni réviser. Donc, redynamiser la négociation collective pourrait prendre 4 axes, par exemple. L'obligation pour les accords de fixer d'emblée leur durée, déterminée ou indéterminée. Systématiser dans les accords, ça serait la deuxième possibilité, les clauses de revoyure. Donc on mettrait systématiquement dans les accords d'entreprise ou les accords de branche. Il pourrait aussi s'agir de simplifier les règles de révision et de dénonciation des accords collectifs en clarifiant notamment, parce que c'est un point qui est toujours un peu compliqué, la notion d'avantages individuels acquis et le périmètre de ces avantages. Et puis en fait, on pourrait aussi sécuriser la nature et la portée des accords de groupe. Les employeurs ont pu aussi entendre que le principe de l'accord majoritaire sera étendu, ce qui sera une façon de renforcer la culture de l'engagement et la légitimité des accords. Oui, parce qu'actuellement, dans le cas général, un accord n'a pas besoin d'être majoritaire pour être valable. Il suffit qu'il soit signé par un ou plusieurs syndicats représentant au moins 30% des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles et aussi qu'il ne fasse pas l'objet d'une opposition majoritaire de la part des syndicats représentant plus de 50% de ces suffrages. Il arrive donc que certains syndicats ne signent pas un accord, mais pour autant, ils ne vont pas s'y opposer, ils ne vont pas y faire obstacle, ce qui pour certains revient à une forme d'approbation par défaut. La réforme semble vouloir également s'appuyer sur la réduction du nombre de branches professionnelles. On passerait de 700 à 400, voire à 100 branches. Oui, en fait, renforcer la place des accords de branche suppose d'avoir des branches vivantes, des branches puissantes qui sont en capacité de négocier. Donc pour le Premier ministre, l'idée, c'est que ça nécessite de réorganiser le paysage des branches professionnelles en France, qui est actuellement très morcelé. Alors, en matière d'échéancier, le gouvernement se fixe donc pour objectif de réduire le nombre de branches professionnelles de 700 à 400 d'ici fin 2016, puis à 200 branches d'ici 2 ans, pour arriver à terme à une centaine de branches au final. Pour illustrer cette réduction, donc, les éléments remis à la presse ont dénommé un certain nombre de branches qui sont peu actives ou qui comptent peu de salariés. Par exemple, on nous a cité celle des guides amazoniens qui ne comptent que 3 salariés, ou encore celle des guides et interprètes de la région parisienne qui ne comptent que 196 salariés. Devant l'ampleur de la réduction, la méthode envisagée laisse aux partenaires sociaux, s'ils le souhaitent, la possibilité de conclure un accord de méthode d'ici fin 2015 sur ce sujet. Effectivement, et dans tous les cas, le projet de loi fixera le principe de la disparition d'ici fin 2016 des branches territoriales, en les rattachant aux branches nationales, mais aussi la suppression des branches qui n'ont eu aucune activité conventionnelle depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, la loi prévoira, en l'absence d'avancée dans les 3 ans, les critères selon lesquels les pouvoirs publics procéderont au regroupement, par exemple les branches qui compteraient moins de 5000 salariés, ou alors avoir plus de cohérence sectorielle. Elle laissera cette loi notamment le soin aux partenaires sociaux de fixer d'autres critères et des modalités de regroupement dans cette période de transition.
Et il y aura en outre une période transitoire pendant laquelle les stipulations des anciennes conventions collectives pourront continuer à coexister au sein d'une nouvelle branche afin de faciliter le rapprochement. Constatant que de nombreuses TPE-PME ne peuvent pas dans les faits accéder aux marges de manœuvre ouvertes par la négociation collective, le gouvernement entend prendre des mesures visant à leur permettre d'en profiter. Oui, il est vrai que pour favoriser l'accès des entreprises aux dispositifs dont la mise en œuvre nécessite un accord collectif, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées. On pourrait par exemple élaborer au niveau des branches des accords types spécifiques qui s'appliqueraient dans les PME. Et puis on pense aussi à renforcer le mandatement d'un salarié par une organisation syndicale pour négocier. Eh bien voilà une réforme ambitieuse qui va avoir un impact important sur les entreprises et dont nous ne manquerons pas de reparler dans nos prochains magazines. Merci Frédéric, à bientôt. Merci. Nous allons maintenant aborder l'aspect vie des affaires de notre magazine et j'accueille tout de suite David Goldman de la rédaction juridique. David, bonjour. Bonjour Marianne. Alors David, le mois dernier, un décret est venu nous donner des informations concernant les secteurs d'activité qui pourront bénéficier de délais de paiement dérogatoires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous rappeler les nouvelles règles en matière de délai de paiement, David? Tout à fait Marianne. Depuis le 8 août 2015, depuis l'entrée en vigueur de la loi Macron, le délai de paiement convenu entre entreprises pour régler les sommes dues ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être retenu à condition que ce délai soit stipulé expressément dans le contrat et ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. Mais il me semble que des secteurs d'activité bénéficiaient de dérogations de délai de paiement déjà. En effet, Marianne, certains secteurs d'activité bénéficiaient déjà de délais de paiement plus importants, tels que les secteurs du jouet, du commerce des articles de sport, de la filière cuir, de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ou encore des agroéquipements. Toutefois, ces délais dérogatoires n'étaient que temporaires et chaque accord professionnel prévoyait sa durée de vie. En général, c'était un délai de 3 ans. Et ces accords de dérogation arrivent bientôt à expiration. Effectivement, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'un décret les a reconduits et pérennisés. À compter du 1er janvier 2016, ces secteurs d'activité qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué pourront bénéficier de manière durable de délais de paiement supérieurs aux autres entreprises. Pouvez-vous, David, nous apporter quelques exemples pour illustrer vos propos? Bien sûr, dans la filière cuir par exemple, pour les ventes entre fournisseurs et distributeurs spécialisés, le délai de paiement pourra atteindre 54 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. Pour les articles de sport, un délai supplémentaire de 30 jours pourra être également ajouté au délai légal. Dans le matériel agricole, le délai de paiement pourra atteindre 110 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. Dans le secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, les délais de paiement pourront atteindre 59 jours fin de mois ou 74 jours net à compter de la date d'émission de la facture. Et enfin, pour les jouets, les délais de paiement pourront atteindre 95 jours à certaines périodes de l'année. Très bien. Aujourd'hui, on peut dire que les retards de paiement sont un véritable fléau pour les entreprises. Tout à fait, Marianne. Les retards de paiement atteignent près de 14 jours de retard en moyenne et seul un tiers des entreprises payent leurs factures en temps et en heure. Or, chaque jour de retard au niveau national représente 1 milliard d'euros en moins dans la trésorerie des entreprises. En raison de la progression des retards de paiement en France, le ministre de l'économie a annoncé de nouvelles mesures. Concrètement, quelles sont ces mesures? Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, entend via une loi qui devrait être prochainement votée, sanctionner plus lourdement les entreprises retardataires en faisant passer l'amende administrative de 375 000 euros d'amende à 2 millions d'euros. L'administration pourra prononcer et faire exécuter plusieurs amendes contre les entreprises en faute et toutes les sanctions seront publiées. Je crois savoir qu'un décret très récent est venu accroître le devoir de transparence des entreprises sur les délais de paiement. Oui. Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients. Ce décret vient préciser les informations qui doivent se retrouver dans le rapport de gestion. Et quelles sont justement les informations contenues dans le rapport de gestion? Que ce soit pour les fournisseurs ou pour les clients, le rapport de gestion devra comprendre le nombre et le montant total hors taxe des factures reçues ou émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu. Ces montants sont ventilés par tranche de retard et par ailleurs, le pourcentage des retards par rapport à l'enveloppe globale des achats et des ventes doit être indiqué. Est-il possible de présenter les retards de paiement autrement? Oui, c'est tout à fait possible en présentant les montants
cumuler des retards constatés au cours de l'exercice. Dans ce cas, la ventilation de ce montant par tranche de retard doit aussi être indiquée, ainsi que la part de ces retards par rapport à l'ensemble des factures reçues et émises. Enfin, rappelons que l'information sera présentée sous forme de tableau, dont les modèles restent à fixer par arrêté. Très bien. Est-ce que l'entreprise peut exclure certaines factures du dispositif ? En effet, si l'entreprise souhaite exclure certaines factures, par exemple qu'elle conteste, qu'elle trouve litigieuses, elle devra l'indiquer en précisant le nombre et le montant total des factures concernées. Et quel est le rôle du commissaire aux comptes ? Dans le cadre de sa mission d'audit, le commissaire aux comptes doit vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion. Et pour l'information relative au délai de paiement, il devra également en attester la sincérité et la concordance avec les comptes annuels. Des observations éventuelles pourront figurer dans son rapport d'audit. Les dispositions de ce décret s'appliquent à quel exercice ? Il s'appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016. Très bien. On change maintenant de sujet et on évoque avec vous, David, la responsabilité pénale du dirigeant. Alors, il faut rappeler, Marianne, qu'en cas d'infraction commise dans le cadre de l'activité d'une société, la responsabilité pénale est en principe encourue par la personne qui assume la direction de l'entreprise. Autrement dit, la plupart du temps, il s'agit du chef d'entreprise. Cette responsabilité est encourue alors même qu'il n'a pas participé personnellement à la faute. Le dirigeant peut-il s'exonérer de sa responsabilité pénale ? Il peut se décharger par avance d'une partie de sa responsabilité pénale en mettant en place le système de la délégation de pouvoir. Cette délégation doit être donnée à une personne ayant compétence, l'autorité et les moyens nécessaires d'assumer les pouvoirs qui lui sont délégués. Sur qui repose la preuve de la délégation ? Cette preuve incombe au dirigeant lorsqu'il est poursuivi. À défaut de délégation écrite, tous les moyens de preuve sont recevables. Mais pour éviter tout problème éventuel, l'objet de la délégation doit être fixé avec précision et sans ambiguïté. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, David ? Tout à fait, Marianne. La Cour de cassation a rendu un arrêt très clair et très instructif sur la rédaction de cette délégation. Suite à un accident sur un chantier, le gérant d'une société de travaux publics est poursuivi en justice pour blessure involontaire et infraction aux règles de sécurité des travailleurs. Pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, il invoque une délégation de pouvoir donnée à un salarié. Cependant, cette délégation est repoussée par les juges. En effet, elle vise le respect de la réglementation relative à la durée du travail. La délégation ne mentionne aucunement la sécurité. Elle ne peut donc pas jouer pour une infraction aux règles de sécurité. Vous voyez donc, Marianne, que lorsque le chef d'entreprise veut déléguer ses pouvoirs pour se défausser de sa responsabilité pénale, il doit être le plus précis possible et le moins ambigu. Effectivement. Eh bien, merci, David, d'être passé sur notre plateau pour ce début d'année. Merci, Marianne. J'accueille à présent Sylvie de Roumfort de la rédaction juridique pour la dernière partie de ce magazine. Bonjour Sylvie. Bonjour Marianne. Alors nous allons passer à la jurisprudence récente intéressant les sociétés commerciales. La première décision concerne les gérants de SARL qui sont appelés à se porter caution de la société. Oui, très fréquemment la caution du dirigeant est requise par la banque et très fréquents sont aussi les contentieux quand la caution est appelée à payer. Alors dans une affaire jugée début novembre, un gérant de SARL s'était porté caution de prêts pour des prêts bancaires qui allaient être consentis ultérieurement à la société. Cette SARL est mise en liquidation judiciaire et la banque assigne donc le gérant en paiement. Les juges saisis de l'affaire dégagent complètement le gérant de son engagement de caution. Ils retiennent 2 points. Le premier, c'est que le cautionnement était hypothétique à la date de sa souscription. Et le deuxième point, c'était que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine tel qu'il existait à la date des prêts. Mais l'affaire n'en reste pas là. L'affaire est portée devant la Cour de cassation. La Cour de cassation casse cet arrêt d'appel. Elle considère que le cautionnement avait été souscrit pour garantir des prêts qui, certes, devaient être souscrits bien ultérieurement, mais leur montant était déjà déterminé à cette date. Alors, quant à la disproportion du cautionnement, la Cour rappelle qu'elle s'apprécie en fonction de l'endettement global de la caution au moment même où l'engagement est consenti. Donc, en conclusion de cette décision, on peut retenir que la caution d'un prêt futur est valable, peu importe d'éventuels engagements postérieurs. Dans une autre affaire relative à une fusion de sociétés, il avait été posé à la Cour de cassation la question de savoir si les actionnaires pouvaient modifier un projet de fusion.
Oui, le principe, c'est que le projet de fusion doit être arrêté par les organes de direction ou d'administration, puis approuvé ou refusé, bien sûr, par l'Assemblée générale extraordinaire des associés ou actionnaires de chaque société. Alors ici, l'Assemblée des actionnaires de la société absorbante et celle de la société absorbée avaient approuvé la fusion dans les mêmes termes. Mais les actionnaires minoritaires de l'absorbé s'étaient estimés lésés et du coup avaient demandé l'annulation de ces décisions, faisant valoir que les dispositions proposées par les organes de direction avaient été modifiées par les actionnaires sans que ces modifications aient été portées à l'ordre du jour. Il faut dire que les modifications étaient relatives à la valorisation des apports et aux modalités de calcul de la parité d'échange. Donc les deux points évidemment importants dans une fusion. La Cour de cassation a jugé que ces assemblées pouvaient, sans empiéter sur les pouvoirs des organes sociaux, approuver la fusion après avoir modifié les conditions de l'opération et notamment pour tenir compte des observations du commissaire à la fusion. Très bien. Autre cas, après un divorce, des difficultés surviennent fréquemment lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Si l'un d'eux cède des actions qu'il avait acquises avec des biens communs sans l'accord de l'autre, que se passe-t-il ? Alors, la Cour de cassation nous apporte la réponse dans un arrêt du 7 octobre 2015. Durant le mariage, un époux marié sous le régime légal est libre de céder les actions qu'il a acquises avec des biens communs. Après le divorce et jusqu'au partage de la communauté, les ex-époux entrent dans une période dite d'indivision post-communautaire, c'est-à-dire que les règles de l'indivision doivent s'appliquer et ainsi, pour céder ces actions, l'actionnaire doit absolument obtenir l'accord de son ex-conjoint. Et si ce n'est pas le cas, la cession lui est bien sûr inopposable. Quelles sont les conséquences de cette décision sur la composition de l'actif à partager entre les époux ? Eh bien, c'est que la valeur des actions au jour du partage doit être portée à l'actif de la masse à partager. Ce n'est pas du tout le prix de cession des actions. Alors précisons que cette solution concerne une société anonyme. Est-ce qu'elle s'appliquerait aussi aux autres sociétés commerciales ? Alors, en ce qui concerne les cessions de parts de SARL, en partie seulement. Les cessions de parts de SARL et de SA répondent à des règles complètement différentes. Pendant la communauté, contrairement donc à l'actionnaire de SA, un associé de SARL devra demander l'accord et obtenir l'accord de son conjoint pour céder ses actions. Après un divorce, les parts de SARL et la qualité d'associé attachée à ces parts ne tombent pas dans l'indivision post-communautaire. Du coup, les parts n'entrent pas dans la communauté et ensuite en indivision, ou elles n'entrent dans la communauté ou en indivision que pour leur valeur patrimoniale. Elles ne seront donc attribuées qu'aux titulaires des droits sociaux lors du partage de la communauté. Alors l'associé pourra en disposer seul et la cession sera valide sans l'accord de son ancien conjoint. Mais à l'instar des actions, les parts devront être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage, peu important leur prix de vente. Très bien. Merci Sylvie pour toutes ces précisions. Merci Marianne. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Merci aussi de votre fidélité. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à nous suivre. Notre prochain magazine avec les experts du groupe Revue Fiduciaire sera entièrement consacré à la loi de finances pour 2016. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et d'ici là, bien sûr, l'info continue du lundi au vendredi avec le JT, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À très bientôt.